Mesdames et messieurs, chers auditeurs, chers téléspectateurs, merci de nous avoir reçus chez vous. Nous sommes très heureux de vous rencontrer dans le cadre des débats sur la radiodiffusion nationale tchadienne et la télévision. Notre émission d'aujourd'hui porte sur un thème précis, la protection contre les tortures, les traitements cruels, inhumains et dégradants. En effet, l'article 18 de la Constitution du Tchad de 2018 dispose que nul ne peut être soumis ni à des sévices ou traitements dégradants et humiliants, ni à la torture. Par ailleurs, le Tchad a ratifié plusieurs textes, parmi lesquels la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. C'était le 9 juin 1995. Ce sont là, entre autres documents juridiques, des luttes contre toute forme de torture, des traitements cruels, inhumains et dégradants au Tchad. Qu'en est-il en pratique? Quel état de lieu peut-on faire des politiques publiques en matière de la protection contre les tortures, les traitements cruels, inhumains et dégradants? Nous recevons sur ce plateau pour débattre de ce sujet des illustres invités. Nous avons à ma droite M. Baniara Yoyana, qui participe pour la deuxième fois à ce débat. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci, je suis étonné de m'avoir invité encore sur ce plateau pour débattre. Merci. Je rappelle aux auditeurs et téléspectateurs que vous êtes président du sous-comité technique questions sociétales au COTNI, comité d'organisation du dialogue national inclusif. Un autre invité démarque, M. Mahamat Digadimbaye. Merci d'avoir accepté aussi notre invitation. Oui, bonjour, merci. Voilà. Je vous remercie vivement de nous avoir conviés à cette émission. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes coordinateur de la CACIDO. CACIDO, entendez, coordination des associations de la société civile et de défense des droits de l'homme. Par ailleurs, vice-président du sous-comité droits humains et libertés au CODNI. Merci de nous avoir honorés de votre présence. Vous allez nous suivre de bout en bout. Pour planter le décor, nous avons la première question par rapport au thème. Quelles sont les pratiques qui sont considérées comme infractions au regard du droit pénal au Tchad? Je me tourne vers vous, M. Baniara Yoyana. Merci. Avant de répondre à cette question, j'aimerais tout d'abord rappeler que la torture est une pratique de tout temps, depuis que le monde est organisé avec des dirigeants, qu'ils soient monarques, qu'ils soient chefs d'État, cette pratique existe. Aucun pays ne dira qu'il n'y a pas de torture, puisque tous ces pays utilisent les services de renseignement, les services militaires. Et quand on utilise ces genres de méthodes pour travailler, effectivement, il y a des dérives. Donc, de tout temps, il a existé la torture. Et cette question de la torture a fait l'objet, depuis la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, de beaucoup de conventions, de chartes, et les États ont fait un effort pour lutter contre cette pratique néfaste qui met à mal physiquement et mentalement les hommes. C'est la raison pour laquelle on a insisté et essayé de rendre obligatoire le respect de la personne humaine en luttant contre la torture. Malheureusement, malgré tous ces efforts qui ont été déployés au début, c'est seulement en 1984 que par la résolution 39-46, l'Assemblée générale des Nations unies, le 10 décembre 1984, a adopté la Convention. Et cette Convention est entrée en vigueur en 1987. Et au jour de sa ratification, il y avait 84 pays sur 173 qui ont adhéré. Et à ce jour, il y a une évolution, mais
Le Tchad l'a fait un peu plus tard, comme vous l'avez rappelé. En 1995. En 1995, a adhéré. Le Tchad a adhéré, n'a pas encore ratifié la Convention. Le Tchad a adhéré parce que l'adhésion n'emporte pas ratification. Ratification après la signature, que la ratification vient. Donc nous sommes aujourd'hui, nous avons adhéré, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on a inscrit et dans la Constitution, mais aussi dans le Code pénal de 2017, la torture. Et lorsqu'on s'adhère, en même temps, on doit se conformer au terme de cette convention qui fait l'obligation. Effectivement, l'adhésion emporte le respect des dispositions de la Convention. Mais il faut également dire que vous soyez adhérent, que vous ayez ratifié, cela ne vous amène pas à vous soustraire aux dispositions de cette Convention. La Convention est obligatoire et s'impose à tous les États, même ceux qui n'ont pas ratifié, parce qu'un État peut ne pas ratifier, et tout simplement parce qu'il y a des dispositions de la Convention qui ne sont pas conformes à sa loi nationale. Et dès qu'un État émet une réserve, il ne peut pas ratifier, donc il ne peut pas, appliquer dans toute sa rigueur, dans toutes ses rigueurs, les dispositions de la Convention. Mais il doit s'y conformer. Oui, après ce rappel, vous avez relevé un peu en général la situation qui évolue avec la société. Alors revenons à la question, quelles sont les pratiques qui sont considérées comme violations? Les pratiques, il faut d'abord dire que la torture, c'est une pratique qui... Ici, chez nous, particulièrement au Tchad, qu'est-ce que nous avons relevé comme des pratiques contraires au terme de ces conventions? Les pratiques contraires au terme, c'est d'abord la soumission à l'interrogatoire par des méthodes extraites par la force. Oui, c'est des méthodes licites. Les aveux. Ces méthodes ne sont pas licites. Dès l'instant où vous soumettez un individu à une méthode physique, de torture physique, comme par exemple des coups, ou bien la mise sous torture électrique, ou tout simplement des méthodes psychologiques, comme l'isolement pendant une longue durée dans une pièce, ou tout simplement lorsque vous demandez, plutôt vous soumettez à la personne des règles de conduite humiliantes, comme par exemple les tortures, c'est aussi une torture, comment on appelle, les violations sexuelles. L'humiliation sexuelle fait partie des tortures. Oui, des tortures. Alors, coordinateur, vous aussi, vous êtes à la tête d'une association qui regroupe plusieurs, qui chapeaute des associations des droits de l'homme, et vous avez eu certainement à relever certaines pratiques. Alors, si on vous demande très rapidement de faire une comparaison entre les pratiques à l'époque de la DDS, la regrettable DDS, et celles que vous avez eu à relever de 1990 à nos jours, on pourra dire qu'il y a un petit changement, il y a un effort qui a été fourni par le gouvernement tchadien. Oui, merci Zoutane. D'abord, je voudrais, avant de répondre à votre question, remercier M. Baniara, qui fut mon professeur à l'université. Donc, d'avoir planté le décor, d'avoir fait l'historique de ce qu'est la torture. Donc, je me réjouis aujourd'hui d'échanger avec lui sur cette question aussi importante. Et vous savez, la torture, comme venait de le dire le professeur Baniara, la torture détermine une affreuse gouvernance dans un État. Et vous venez de poser une question aussi importante. Quelle
comparaison peut-on faire de la torture lors de la période de la dictature et de 1990 à nos jours. À mon humble avis, s'il faut être réaliste et objectif, en tant qu'acteur des droits de l'homme, nous sommes sur le terrain. Nous visitons de temps en temps les prisons. Nous visitons de temps en temps les commissariats. Nous constatons ce qui se passe. Donc, la torture du temps de la direction de la documentation de la sécurité, la DDS, et également la torture, comme vous le dites, la comparaison, je pense que il n'y a pas comparaison, dans la mesure où nous vivons en ce temps, avant 1990, nous vivons avec un régime totalitaire. Nous vivons avec un régime dictatorial où il n'existe pas la liberté d'expression, où il n'existe pas le pluralisme politique, où la société civile n'existe pas. Donc, aujourd'hui, de 90 à nos jours, eh bien, cette torture du temps de la DDS, aujourd'hui, ne peut avoir lieu, dans la mesure où il y a aujourd'hui les associations de défense des droits de l'homme qui jouent pleinement leur rôle. Il y a également les acteurs politiques qui sont là. Donc, en cas de violation, on dénonce automatiquement et le plus rapidement, une solution est trouvée. Mais qu'à cela ne tienne, la torture est un phénomène qui nécessite une réelle volonté politique pour y mettre totalement fin. Parce qu'il y a toujours, qu'on le dise ou non, la torture, d'une manière ou d'une autre, il y a des brebis galeux qui, quelque part, utilisent ces moyens de torture pour contraindre certaines personnes. Il existe des gens qui se croient toujours au-dessus de la loi. Il existe des gens qui se croient toujours tout-puissants et qui utilisent toujours la torture, qui se font eux-mêmes justice. Qui se font eux-mêmes justice au lieu d'utiliser la procédure judiciaire eux-mêmes, avec des complicités avec quelques personnalités publiques. Il y a des gens qui font cela. Mais lors de la période de la dictature de Hissène Habré, c'est institué, c'est l'État. C'est l'État qui fait de la torture un moyen de gouvernance, un moyen de terroriser la population. Or, maintenant, si on essaie de faire la comparaison ici, ce n'est pas l'État qui utilise la torture comme un moyen de répression. Ce sont des individus. C'est des individus qui utilisent la torture comme un moyen de répression. Donc, alors, il y a la différence qu'il faut essayer de voir. La question qui mérite d'être posée, les gens qui utilisent cette pratique pour avoir les aveux, est-ce que c'est dû à quoi? Est-ce que ces gens, c'est parce qu'ils ne sont pas bien formés? Ils ont besoin d'une formation? Parce que souvent, parfois, ce sont des agents des forces de l'ordre. Lorsque, dans les lieux de détention, ils se mettent à maltraiter, à torturer, à violenter les détenus pour leur arracher des aveux. Est-ce que c'est pas un problème de formation, d'éducation? Malheureusement, Zoutane, c'est des gens formés. Il y a des gens qui sont formés, qui utilisent cela, qui essaient d'infliger des souffrances physiques à des personnes pour obtenir des aveux. Et ça, c'est très grave. Et dans vos investigations, est-ce que certaines pratiques échappent un peu au contrôle du gouvernement? Oui, il y a des pratiques qui échappent quand des individus qui se croient tout permis peut-être dans des prisons privées, dans des domiciles. Des actes de torture, parfois chez eux. Parfois, prenez un exemple.
parfois dans certaines résidences privées. Voilà, on accuse le domestique d'avoir volé quelque chose. Au lieu de l'amener au commissariat, eh bien, on l'inflige une torture intolérable. Et ce n'est pas le rôle, c'est-à-dire, quoi que c'est un domestique, quoi qu'il en soit, on doit quand même l'amener au commissariat. Il y a des cas isolés comme ça qui existent. Et je pense qu'on ne peut pas dire, en tant qu'acteur de droits de l'homme, je ne peux pas dire que ça échappe à l'État. Rien n'échappe à l'État. Il faut vraiment qu'il puisse y avoir l'autorité de l'État, il puisse y avoir, c'est-à-dire, une volonté politique pour lutter contre l'impunité afin d'arriver à mettre un terme à ces phénomènes. Il y a des personnes qui sont victimes de traitements cruels et parfois au moment de l'arrestation, devant les membres de la famille qui sont humiliés. Est-ce que ce ne sont pas des situations réelles? Nous sommes en train de faire des états des lieux. Bon, on est en train de faire l'état des lieux, mais en ce qui concerne les exactions de brutalité, d'humiliation au niveau des personnes qu'on arrête dans les familles, devant les membres de la famille, cela relève de notre appréciation juridique. Parce qu'il faut dire que la torture dont il s'agit ici a 3 éléments de qualification. 4 éléments de qualification. Le premier élément de qualification, c'est que l'acte doit occasionner une douleur et des souffrances physiques, de souffrances aiguës, physiques ou mentales. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est le caractère intentionnel. La torture relève du droit pénal. Et en droit pénal, il y a cet élément essentiel qui est l'intention. L'intention, l'acte doit être intentionnel, mais une pure négligence n'est pas un acte intentionnel. Le troisième élément, c'est l'élément spécifique, l'objectif spécifique, qui est celui d'obtenir l'information ou tout simplement la punition, par la punition ou par l'intimidation ou par crainte. La torture est parfois destinée à faire peur à la population, à la société. C'est le cas qu'il vient de citer en ce qui concerne la DTS, qui est une torture d'État. Le quatrième élément, c'est l'implication des agents de l'État, au moins par consentement tacite. Quand un agent de l'État agit sous cette forme-là, il est dans une situation de 4 éléments qui qualifient la torture. Donc il faut que cette torture procure de la souffrance, qu'elle soit physique, mentale, et qu'elle ait un caractère intentionnel, donc que la personne qui fait sait qu'il est en train de torturer, et l'objectif, c'est d'abord d'extorquer l'aveu par la force. Mais l'autre but de la torture, c'est également faire peur à la société. Dans le système totalitaire, c'est exactement ça. Et il est l'agent de l'État. Si ce n'est pas un agent de l'État, ce n'est pas de la torture qui relève de la torture au sens de la Convention de 10 décembre 1984. Alors, pour situer les auditeurs et les téléspectateurs, il y a des tortures, il y a des pratiques qui sont considérées comme torture. Et ces pratiques se font dans les familles. C'est un père de famille qui torture les enfants, ou c'est une mère qui torture les enfants, ou c'est un monsieur qui torture sa femme. Où on peut classer cette forme de torture? Cette forme de torture, parce que ce n'est pas reconnu par la Convention. Ce n'est pas la Convention, mais les États ont également des dispositions. Cette forme de torture relève de l'article 323 du Code pénal de 2017. Donc, tous les autres cas qui n'entrent pas dans la Convention de décembre 1984 relèvent des mesures mises en place par les gouvernements, par les États, pour sanctionner les mauvais comportements des citoyens, qu'ils soient fonctionnaires ou pas. Oui. Le fait de priver quelqu'un de ses droits, est-ce que cela n'est pas aussi une torture? Oui, c'est... Ou bien de le priver du repas, des aliments pour se nourrir? Le fait de priver quelqu'un de ses droits,
c'est les pires de torture. Parce que, vous savez, c'est votre droit, vous n'arrivez pas à l'avoir, à jouir, parce que, voilà, un tel ne veut pas que vous puissiez jouir, c'est-à-dire de ce droit. C'est la pire des tortures. Ne pas avoir droit à l'alimentation, c'est également la pire de torture. Nous avons eu à visiter, il y a de cela 3 ou 4 mois, c'est-à-dire une maison d'arrêt, une prison, où nous avons constaté que ce que les prisonniers nous disaient, on leur donne des alimentations déjà périmées. On leur donne des alimentations qui ne répondent pas, qui ne respectent pas, c'est-à-dire le droit même, c'est-à-dire du prisonnier. Et nous avons eu à faire un rapport en son temps au ministère de la Justice, où nous nous réjouissons, il y a cela un mois, où le ministre de la Justice également a eu à taper sur la table pour que l'alimentation des prisonniers puisse vraiment, qu'on puisse respecter les prisonniers dans le cadre de l'alimentation. Donc c'est pour vous dire que le droit à l'alimentation, ça c'est priver quelqu'un de l'alimentation, mais ça c'est le tuer. C'est le tuer à petit feu. Oui. À petit feu, et c'est condamnable, et nous condamnons cela fermement. Voilà. Cette privation est à la fois physique et mentale. Parce que quand vous mettez quelqu'un dans une telle situation physique, qui est celle de lui priver l'alimentation, le remet dans un état psychique, psychologique et mental très dégradant. Et cette forme-là peut tuer plus vite que l'absence de l'aliment. Et vous avez également eu à visiter peut-être quelques prisons, à faire l'état des lieux de nos prisons. Quel constat faites-vous de la prise en charge des détenus? Est-ce que ces pratiques sont monnaie courante et ça continue, ou vous constatez une amélioration? Bon, je faisais la visite des prisons quand j'étais président du tribunal. Je ne le fais plus. Oui. Dans le cadre des préparatifs de ce dialogue, dans le cadre de ce dialogue, je n'ai pas eu à faire ce travail parce que le thème ne relève pas essentiellement de mathématiques. Mais je sais, je vis dans un milieu, j'évolue dans une société et j'apprends que les choses ne s'améliorent pas bien. Comme il le dit, le coordinateur. Et c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de suivi. Les maisons d'arrêt sont dans un mauvais état tout simplement parce que non seulement l'État ne met pas les moyens à disposition, mais le peu de moyens que l'État met à disposition sont détournés. Sont détournés et il n'y a pas un système de suivi des maisons d'arrêt. On le faisait en mon temps, est-ce que ça se fait encore? Il y a une commission de surveillance, de contrôle des maisons d'arrêt qui se réunit une fois par mois. Et moi, en tant que président du tribunal, je fais une descente inopinée à 1h du matin, à minuit, juste pour constater. Et puis surtout, est-ce que ça se fait encore? Quand il n'y a pas un mécanisme de suivi, quand il n'y a pas une autorité qui ne suit pas, évidemment, elle ne sanctionne pas. Quand il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de sanction. Oui. Parce que c'est au cours du suivi, des descentes sur le terrain, qu'on se rend compte qu'il y a des pratiques défiantes et il faut sanctionner. Oui. Malheureusement, au niveau des services de l'administration pénitentiaire, du ministère de la Justice, ils sont limités, peut-être en nombre, en ressources humaines, mais ils sont également limités en moyens. On ne peut pas quitter la nuit à pied pour aller visiter une maison d'arrêt. Il y a des problèmes de sécurité. Donc, si vous faites une descente inopinée, vous allez constater des choses. Mais si vous annoncez que vous arrivez, évidemment, on met tout au propre. On efface tout et vous arrivez, vous ne trouvez rien. Donc, il y a ce problème de suivi. Heureusement qu'il y a des associations qui font ce travail et qui font leur rapport. On n'a pas parlé
la Commission nationale des droits de l'homme, qui existe, qui est un organe étatique, qui fait aussi ce travail-là. Et j'ai lu certains rapports de la Commission nationale des droits de l'homme du Tchad. Ils font un bon travail. Mais est-ce qu'ils sont écoutés? Je ne sais pas. Le problème, c'est qu'on fait un constat, on met à la disposition de l'autorité qui prend la décision ou qui permet de corriger les erreurs. Est-ce que ça se fait? Je ne pense pas. Il y a un problème de suivi. Donc. Un problème de suivi. Oui, et sur ce point, c'est notre sous-comité qui s'en est chargé, voilà, en tant que sous-comité droits humains et libertés, lors des pré-dialogues qui se sont passés dans les différentes provinces, eh bien, les forces vives au niveau des provinces ont fait des recommandations spéciales qui seront discutées lors du dialogue national inclusif, surtout également relatif aux conditions de détention. Aux conditions de détention où les gens ont décrié cela. Il faudrait que les prisonniers quand même puissent également aspirer de ces droits de prisonniers. Et également, les gens également avaient dit également, même pour aller visiter son prochain qui est en prison, il faut d'abord payer, c'est-à-dire quelque chose à la porte pour aller visiter quelqu'un qui est en prison. Et voilà, et les conditions d'alimentation qui sont misérables, déplorables. Et également la surpopulation également, carcérale, la surpopulation carcérale. Et tous ces points sont énumérés dans le rapport du CODNI qui sera discuté amplement lors du dialogue national inclusif. Donc, il y aura un débat vraiment de fond sur ce problème de traitement inhumain et dégradant lors du dialogue national inclusif. Voilà. Docteur Baniara Yoyana, est-ce qu'il y a des mesures législatives, administratives, judiciaires qui sont mises en place de façon efficace ici au Tchad pour empêcher que des actes de torture soient commis sur l'ensemble du territoire national? Oui et non, tout simplement parce que même si l'État a mis en place des mécanismes de suivi pouvant déboucher sur des sanctions, sachez qu'on vit dans un milieu où les gens sont très solidaires. Un commissaire dénoncera très difficilement son collègue ou son agent qui a mal agi. Et moi, en tant que magistrat, je peux vous dire que quand on reçoit certains procès-verbaux d'enquête préliminaire, on se rend compte que beaucoup des déclarations sont soit arrachées, soit modifiées, tout simplement, pour disculper l'agent qui a commis des erreurs. Il m'est arrivé de faire poursuivre un commissaire quand j'étais aux affaires en tant que président du tribunal, qui a osé, qui allait jusqu'à taper sur un détenu et qui l'a blessé. Ça, c'est inadmissible. Parce que là, on ne peut pas casser, parce que le gars est là avec un doigt cassé. On le voit visiblement. Il ne peut pas nier. Il y a des cas qui existent. Quand c'est flagrant, oui, on sanctionne. Et c'est des gens qui doivent aller devant la justice, qui doivent être condamnés pour réparer ce tort-là. Mais c'est un milieu où très peu de gens parlent. Entre eux-mêmes, ils se protègent. Et si l'État ou la hiérarchie met un accent, elle n'aura pas les bonnes informations. Parce que puisqu'ils nous empêchent de travailler, ils verront le résultat qu'ils attendent. Voilà, c'est ça le problème. Donc c'est un milieu très solidaire. Il faut trouver d'autres systèmes, d'autres mécanismes. Ailleurs, ça marche. Parce que la police a la police de la police. Donc, les gens qui sont policiers, mais qui font la surveillance des autres, des collègues. Et ceux-là interviennent lorsqu'il y a une bavure. Ici, il n'y en a pas. Ici, au Tchad, il n'y en a pas. Il y a eu tellement de bavures en France, par exemple, que les agents qui vont sur le terrain, ils ont des caméras cassées sur eux. Parce que si tu te comportes mal, ce caméra que tu portes enregistre des choses qu'on reçoit à la centrale là-bas.
On n'a pas ces moyens-là aujourd'hui ici. Et même si on en a, c'est sûr que ça va être saboté. Parce que beaucoup de nos agents se comportent très mal. Malheureusement, un des grands éléments de la torture, c'est que l'agent doit être un agent de l'État. Qu'il soit gendarme, qu'il soit policier, qu'il soit militaire, il faut que ce soit un agent de l'État. Un agent de renseignement. Si ce n'est pas un agent de l'État, l'acte qu'il pose n'aura pas d'effet au sens juridique de la torture. Coordinateur, vous déplorez aussi le fait qu'on ne donne pas suite à certaines situations que vous avez vécues, certaines situations qui vous sont rapportées et que vous avez saisi officiellement les autorités compétentes pour que ces pratiques ne soient plus répétées. Et vous arrive parfois d'être déçu? Très déçu. Très déçu dans la mesure où c'est des cas que nous vivons régulièrement. Chaque fois des victimes viennent avec des doléances au niveau... Et avec des preuves palpables? Avec des preuves. Parce que nous également, au niveau également de l'association, des gens qui sont formés pour les investigations, pour voir la véracité des faits avant d'agir. Parce qu'on ne peut pas agir les yeux fermés. Malheureusement, voilà, les victimes viennent et je pense que quelquefois nous écrivons, c'est-à-dire aux autorités, leur faisant part d'une situation de gravité, de violation des droits de l'homme, de cette situation de torture dont a été victime la personne. Mais malheureusement, les gens prennent à la légère. Il n'y a toujours pas, c'est-à-dire une réponse prompte par rapport à la situation. Donc c'est regrettable. C'est pourquoi j'ai dit cette situation-là fait qu'on n'arrive pas jusqu'à là à arrêter l'impunité. L'impunité se perpétue. L'impunité se perpétue. Cette situation montre également l'absence de l'autorité de l'État. On ne dira pas que c'est plutôt l'absence de mesures législatives, administratives, judiciaires, mais c'est l'application de ces textes qui existent. Moi, je pense que pas l'absence de mesures législatives. Moi, je pense que le code pénal tchadien, le code pénal, il y a tout dans le code pénal. Il faut seulement appliquer le code pénal. Si on veut lutter contre l'impunité, il faudrait qu'on applique le code pénal, un point, un trait. On n'a pas besoin d'autres mesures. Appliquons le code pénal, disons le droit, évitons de faire de complaisance, que l'autorité de l'État règne. Et le laxisme existe à quel niveau? Au niveau de la justice, au niveau de l'autorité politique qui influence sur la justice? Oui, voilà. Et là, vous posez une question également importante. Et au niveau de la justice également, il y a au niveau de la justice et au niveau également de l'autorité. Donc, maintenant, c'est là où on vient, c'est-à-dire poser clairement le problème, c'est-à-dire de l'indépendance de la justice. De l'indépendance de la justice. Il faudrait réellement que notre justice puisse avoir des moyens pour son indépendance, pour réellement agir à temps. Mais lorsque vous posez un tel problème au niveau de la justice et qu'il y a des interventions politiques, on appelle le procureur par-ci par-là, tel dossier, il faudrait essayer d'attendre, il faut aller poser-moi, il faut ainsi de suite. Alors, mais quand c'est comme ça, nous pensons que la justice ne pourra pas faire son travail comme se doit. Et la justice également est complice de toute cette situation que nous sommes en train de voir. Oui. Voilà. Vous, en tant que magistrat, la question est posée. Est-ce que réellement, c'est parce que vous avez les mains liées, vous avez l'intervention du pouvoir public qui fait qu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à faire des investigations, à trancher clairement cette situation de violation, de torture, de traitements cruels, inhumains, dont les citoyens tchadiens sont souvent victimes? Le magistrat qui peut avoir les mains liées, c'est celui du parquet qui est hiérarchisé.
et qui reprend aux ordres comme un militaire. Le magistrat du siège qui reçoit le dossier, que lui envoie le parquet, a toute la lucidité et tout le temps nécessaire de revoir le dossier. Moi, en tant que magistrat, quand je vois un procès verbal d'enquête préliminaire, visé et avec une qualification proposée par le parquet, je ne suis pas obligé de tenir compte de cette qualification. Je peux requalifier. Je peux requalifier. Je peux rouvrir une enquête. C'est-à-dire faire moi-même l'interrogatoire, soit à l'audience, si l'affaire est à l'audience, soit renvoyer le dossier à un juge d'instruction pour qu'il fasse une enquête approfondie et relever les éléments réels de la culpabilité par rapport à l'infraction commise. Quand on parle des interventions, les interventions, il faut que le juge du siège, qu'il soit juge d'instruction ou président d'une juridiction, qu'il soit suffisamment fort et professionnel pour dire « je n'accepte pas ça ». Et je dois aller dans ce sens parce que la loi m'autorise à rendre justice. Ça, c'est le principe. C'est le principe. Oui. Et c'est le principe, malheureusement, ce principe est de moins en moins appliqué. Oui, en pratique, beaucoup ne sont pas forts pour résister devant ces... Oui, j'ai eu beaucoup de problèmes avec mes ministres. Toujours. Quand le ministre m'envoie demander un dossier, je lui dis, monsieur le ministre, désolé, je ne peux pas vous remettre le dossier. J'ai mon vis-à-vis qui est ici au tribunal, au palais de justice, qui s'appelle procureur de la République. Il a la même formation que moi, il est magistrat comme moi. Si vous avez besoin d'informations, dites-lui, je lui remets le dossier, il prend connaissance et vous fait rapport. Mais moi, président du tribunal, je ne peux pas vous communiquer un dossier qui est sur mon bureau. Il faut être capable de le dire. Ça m'a coûté des sanctions. Ça m'a coûté des sanctions parce que le ministre est allé jusqu'à m'enlever du palais pour me nommer directeur au ministère. Comme ça, je ne suis plus l'indépendant que je crois. Oui. J'ai subi. Ça ne m'a pas dérangé. Mais j'ai dit, c'est des choses qui existent. Il faut seulement avoir le courage de dire non. Je ne le fais pas. Et si au moins chacun de vous fait la même chose, peut-être que l'administration mettra un peu de l'eau dans son vin. Malheureusement, il y en a de moins en moins. Oui. Il y en a de moins en moins. Et cette justice que j'ai laissée il y a une trentaine d'années n'est plus la même aujourd'hui. Alors, coordinateur et vice-président du sous-comité droits humains et libertés, parlons un peu de l'actualité. Et des vidéos de personnes maltraitées sont souvent diffusées sur l'étoile. Les auteurs présumés de ces actes de torture et autres sont-ils vraiment inquiétés? Est-ce que vous avez eu à saisir la justice par rapport à ce que nous avons vu sur l'étoile, des gens qui sont torturés, maltraités, filmés et diffusés? Malheureusement, là vous posez une question importante. Malheureusement, Zoutané, c'est vrai, sur la toile, il fut un temps, on a vu... c'est répétitif. C'est répétitif et on continue de voir cela. Malheureusement, c'est là aussi, comme je l'avais dit, c'est le problème également de la force de la justice, du pouvoir judiciaire. En principe, quand il y a ce genre de vidéos, moi je pense que dans des pays développés, dans des pays très avancés en matière de la démocratie et des libertés, automatiquement, le procureur s'autosaisit. Le procureur c'est ce qui a été annoncé. Voilà. Est-ce que vous avez vérifié Non, pas du tout. Le procureur s'autosaisit directement, c'est-à-dire du problème, convoque les Parce que quand on ouvre une enquête, l'enquête doit aboutir. Voilà. On ouvre le plus souvent une enquête, mais in fine, il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de rapport d'enquête. Il n'y a rien du tout. Donc, au début, voilà, la presse en a parlé, tout le monde fait du bruit autour. Donc, on croit que c'est tout dans les 48 heures, 72 heures, la solution. Mais non. Malheureusement, jusqu'aujourd'hui, ces genres de vidéos qu'on a vues, jusqu'aujourd'hui, voilà, c'est un point d'interrogation.
Et c'est pourquoi Mais nous vous dites disons... avec des éléments palpables. Avec des éléments palpables. Quand vous avez des preuves à la et les auteurs à visage voilà, découvert. avec une plaque d'immatriculation, Voilà, c'est pas compliqué. Voilà, c'est pas compliqué. Si c'est une plaque d'immatriculation militaire, vous arrivez au niveau de l'état-major, il vous donnera qui est propriétaire de ce véhicule et qui occupait ce véhicule ce jour-là. Si c'est un véhicule civil, vous allez tout simplement au service des mines et on vous sort, avec le numéro de la plaque, le nom de la personne. Et la personne, on l'interroge, il doit dire qui était en possession de ce véhicule ce jour-là où il y a eu tel fait. C'est pas compliqué. Les éléments d'enquête sont là pour retrouver le coupable, mais il n'y a aucun courage. Parce que, entre guillemets, on dit toujours les intouchables comme s'il y a des Tchadiens au-dessus d'autres. Mais personne n'est intouchable devant la loi. Vous avez évoqué tout à l'heure, le Tchad a beaucoup de textes. Nous avons beaucoup de textes. Que ce soit au niveau du code pénal, au niveau des lois ou ordonnances complémentaires qui viennent compléter le code pénal, ces textes existent, mais personne ne les applique. Personne ne les applique. Peut-être que ceux qui sont chargés de les appliquer ont du mal à les appliquer parce qu'effectivement, il y a des personnes au-dessus de la loi. Oui, mais que ça s'arrête un jour. Que cela s'arrête un jour. Est-ce que vous avez l'espoir qu'après cette rencontre, cette communion qui est en vue, on pourra arriver un jour à enrayer le phénomène et protéger effectivement les citoyens tchadiens contre les tortures, les pratiques cruelles et inhumaines? Oui. Est-ce qu'il y a l'espoir? Sinon, il faut le dire, c'est vraiment triste. Triste pour un état de droit que des individus se voient au-dessus, c'est-à-dire de la loi, se croient tout permis. En tant que vraiment militant des droits de l'homme, j'ai dit il faudrait que cela cesse. Et aussi et surtout l'espoir. Vous venez de poser une question. Nous avons l'espoir. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on n'a pas l'espoir. Nous avons l'espoir que cela change. Et cet espoir, aujourd'hui, il faut le dire, il y a une conscience nationale collective des Tchadiens, un réveil des consciences aujourd'hui des Tchadiens pour mettre un terme, c'est-à-dire à cette pratique. Oui. Aujourd'hui, même le dialogue national inclusif en vue, lors de ce dialogue national inclusif, c'est ce genre de questions qui seront débattues de fond pour que, à la sortie du dialogue national inclusif, eh bien, on ne parle plus de cela. Et qu'on tourne la page. On ne parle plus aujourd'hui. Nous, nous, les acteurs de la société civile, aujourd'hui, on se prépare pour que lors du dialogue national inclusif, ce problème soit discuté dans le fond. Ce n'est pas nous seuls, je pense que c'est une affaire de tous les Tchadiens. Et nous pensons qu'à la sortie du dialogue national inclusif, eh bien, ce nouveau Tchad respectueux des valeurs universelles des droits de l'homme que nous voulons, toutes les résolutions issues de ce dialogue national inclusif soient exécutoires par rapport à ces pratiques qui font la honte même, c'est-à-dire d'un état de droit. Voilà. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce que vous allez, n'est-ce pas, faire comme des pistes de solutions, explorer comme des pistes de solutions. Mais vous étiez dans les affaires. Est-ce que vous avez eu à déceler des prisons privées dans les domiciles des particuliers? C'est des cas que vous avez eu à rencontrer, non? J'en ai entendu parler, mais je n'ai pas connu. Oui. Et si jamais ça a existé juridiquement, oui. Quelle peine ces gens peuvent encourir? D'abord, il y a des sanctions administratives. Si c'est un agent de l'État qui se comporte comme ça, on prend des sanctions administratives à son encontre. Oui. Et puis ensuite, s'il y a une plainte qui est déposée, l'affaire va au pénal. C'est tout à fait normal. Mais s'il n'y a pas une plainte de portée et que l'affaire a un caractère qui permet à l'État de se saisir de l'affaire, le parquet, au nom de l'État, poursuit l'intéressé. Oui.
Voilà. Nous abordons le dernier virage de cette émission. Maintenant, quelles sont les pistes de solutions? Que faut-il faire pour assurer sur l'ensemble du territoire national la protection des citoyens? Les pistes, il y en a plusieurs. Mais il faut d'abord qu'il y ait une volonté politique d'appliquer les solutions proposées. Et ces solutions, on les a toujours proposées dans tous les rapports. Les organisations de défense des droits de l'homme ont toujours fait des propositions, ont toujours fait des rapports dans lesquels ils ont suggéré tel ou tel aspect de la situation. Malheureusement, personne ne lit ces rapports, personne n'en tient compte. Il faut également dire que la torture d'État disparaisse et que l'État se consacre au suivi et à la sanction de ceux qui ne font pas respecter les droits de l'homme. Parce que, comme je l'ai dit au départ, tous les États pratiquent la torture, d'une manière ou d'une autre. Il y a un rapport du Comité des Nations Unies contre les tortures, en 2013, a signalé qu'il y a 141 États qui continuent à pratiquer de la torture. Parmi lesquels il y a le Tchad? Je ne sais pas, je n'ai pas demandé la liste. D'accord. Peut-être qu'on aura l'occasion de voir. Et nous espérons aussi que le Tchad ne fera plus partie de cette liste et que la situation sera améliorée. Alors, quelle piste de solution vous préconisez, vous proposez, puisque nous allons discuter de ça, et vous, ça vous tient à cœur particulièrement, vous qui défendez les droits de l'homme. D'accord, merci. Comme disait le doyen Baniara, il faut une réelle volonté politique. Sans une réelle volonté politique, on ne peut rien faire. Il faut également que la justice puisse jouer pleinement son rôle, c'est-à-dire l'indépendance de la justice. Il faut également la lutte contre l'impunité. Il faut la lutte contre l'impunité. Que l'autorité de l'État règne. Et également, il faudrait sanctionner fort conformément à la loi. Donc, et aussi faire comprendre aux citoyens que nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Il faut vraiment une sensibilisation dans ce sens. Et je pense que si on respecte tout cela, je pense que la solution est déjà vite trouvée. La solution est déjà vite trouvée. Et le respect des droits humains, c'est tout. Et il faut aussi peut-être que ceux qui sont chargés de dire la loi, qu'ils le fassent courageusement, qu'ils ne cèdent pas au chantage et surtout à l'influence politique comme l'a relevé. Oui, c'est vrai. Et peut-être qu'il faut aussi vous donner l'occasion d'accéder à certaines informations. Donc il faut collaborer, il faut coopérer. Il faut que les Tchadiens sachent comment dénoncer réellement. Je pense que nous avons fait le tour de cette question. Est-ce que vous avez un dernier mot par rapport à ce que vous préparez? C'est vrai, vous avez dit qu'il y a l'espoir, l'espoir pour demain. Et qu'est-ce qu'on peut attendre de ce dialogue par rapport à ce volet qui concerne les droits humains et libertés, parce que vous êtes le vice-président du sous-comité. Merci beaucoup. Comme vous venez de le dire, en conclusion, il faut oser. Le Tchad, respectueux des droits de l'homme que nous voulons, il faudrait que chacun, à son niveau, puisse assumer pleinement ses responsabilités. Que chacun se voit impliqué directement. Il faut vraiment oser. Si on a une responsabilité pour faire respecter les droits de l'homme, il faut le faire. Et nous pensons qu'avec le dialogue national inclusif, eh bien, un accent particulier sera mis sur les droits de l'homme. Mis à part, disons, nous on parle en tant qu'acteurs des droits de l'homme, mis à part les luttes des acteurs politiques, il ne faudrait pas que les sujets sur les droits de l'homme puissent passer au second plan.
faisons tous pour que, lors du dialogue national inclusif, les sujets sur les droits de l'homme puissent être au centre des préoccupations de tous les acteurs qui participent au dialogue national inclusif. Parce que pour une bonne gouvernance demain, sans les droits de l'homme, il ne peut pas toujours avoir, c'est-à-dire une bonne gouvernance démocratique. C'est pourquoi nous disons que nous avons espoir. Nous avons espoir pour le Tchad de demain. Nous avons espoir parce qu'aujourd'hui, il y a une jeunesse qui est vraiment engagée pour faire asseoir, c'est-à-dire les valeurs, faire respecter les valeurs des droits de l'homme. Nous avons espoir parce qu'aujourd'hui, tous les acteurs politiques, il faut le dire, tous les acteurs politiques aujourd'hui sont pour que le Tchad de demain ne puisse pas être ce Tchad d'hier ou d'aujourd'hui. Nous avons espoir parce que les conseils militaires au pouvoir, eux également, ils sont pour un changement. Oui. Un changement. Donc, nous pensons que tous unis, je pense que nous pouvons vraiment parler de la renaissance du Tchad après le dialogue national inclusif. Vous avez espoir pour le Tchad de la renaissance? Exactement, et je partage le point de vue du Cadi. Voilà, chers auditeurs, chers téléspectateurs, nous avons débattu avec nos invités de ce thème, la protection contre les tortures et les traitements cruels, inhumains et dégradants. Merci de nous avoir suivis. Merci également à vous, M. Mahamat Digadibay. Je rappelle que vous êtes le vice-président du sous-comité droits humains et libertés au niveau du comité d'organisation du dialogue national inclusif. Vous êtes en compagnie de Dr Baniara Yoyana. Il est le président du sous-comité technique questions sociétales au CODNI également. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, merci d'avoir accepté de nous accompagner tout au long de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois. Au revoir et à bientôt.